La salle d'attente par Ronald Verlin-Cassil, 1919-2002. Nouvelle traduite de l'américain par Roger Durand. Publiée dans le magazine Fiction numéro 47, octobre 1957. Notice du magazine Fiction. Il existe une forme moderne du conte d'épouvante qui n'utilise ni l'horreur cosmique, ni le morbide, ni la magie, mais simplement une certaine cristallisation de l'insolite où se retrouve l'ambiance des cauchemars. C'est à cette espèce qu'appartient ce surprenant récit où l'épouvante se loge dans la salle d'attente d'une gare d'autocar interurbain. C'était une pluie tiède et bienfaisante qui tombait sur l'autocar entre Washington et le nœud routier de Marengo. En ce moment, elle attaquait et réduisait graduellement les derniers amas de neige, et une eau d'un noir d'encre courait dans les fossés et dans l'herbe détrempée sous les barrières en bordure de la route. Le visage pressé contre la vitre, Marie Adams admirait l'effet de la pluie au dehors et goûtait le plaisir d'être là, bien au sec, sous la protection de la carapace de métal de l'autocar, sous celle de ses vêtements confortables et sous l'impalpable protection que lui procurait la présence à son doigt de la bague de fiançailles de Joe Perry, avec laquelle elle regagnait le collège. Elle avait la perspective d'une attente de 10 minutes à la gare routière de Marengo, d'un nouveau parcours de 45 minutes en autocar jusqu'au terminus d'Iowa City, de 6 minutes de taxi, d'1 minute de marche dans l'allée, de 2 minutes d'ascension de l'escalier, et alors elle entrerait dans la chambre qu'elle occupait au foyer d'étudiante. Là, elle pourrait rester couchée au chaud toute la nuit, tandis que cette pluie dévoreuse de neige finirait son travail au-delà de sa fenêtre. Elle pourrait dormir tranquille, sachant que les années d'angoisse, sa propre angoisse, et d'une certaine et subtile manière celle de ses parents, s'estomper derrière elle, comme une surexcitation suspecte qui ne l'avait jamais laissé respirer. Elle pourrait s'endormir avec le sentiment que ce n'était pas seulement à Joe Perry qu'elle s'était fiancée au cours de ce week-end, mais aussi aux années futures, qu'elle n'allait pas seulement épouser un charmant garçon employé dans les bureaux de John Deere, mais également un confortable avenir. Naturellement, elle s'en rendait compte, bien que plongée dans sa rêverie. Le programme prévu ne se déroulerait pas tout à fait comme elle l'espérait maintenant. Naturellement, elle tomberait sur Sarah ou Chris ou Elisabeth dans le vestibule du foyer, ou bien elle rencontrerait aux toilettes quelque autre camarade à qui elle ferait ses confidences. Naturellement. La nouvelle se répandrait dans le troisième étage
comme une traînée de poudre. Et bientôt sa chambre serait pleine d'amis. Il faudrait qu'elle sorte ses photos de Joey, qu'elle leur montre sa bague, qu'elle donne des détails sur ce que faisait Joey, qu'elle rit et qu'elle réplique à quelques-uns des commentaires que ne manquerait pas de faire Élisabeth devant toutes les autres. La voix d'Élisabeth, rauque et presque masculine. Un costaud, hein? Et ses grosses mains. Oh, eh bien, je parie que tu te félicites maintenant d'avoir gardé ta vertu, pas vrai? Mais après ces papotages viendraient quand même ces délicieuses minutes où elle s'endormirait, bercée de l'intacte assurance qui lui était devenue claire, tandis que l'autocar poursuivait bruyamment sa route. Marengo Jonction, annonça le chauffeur. Il s'était retourné à demi pour parler et Marie remarqua pour la première fois que c'était un vieil homme. Vieux pour un conducteur d'autocar en tout cas, et dont la moustache était nettement démodée, comme on en voyait à des personnages dans les albums de photos de sa mère. Il avait allumé une petite lampe et les essuie-glaces passaient et repassaient devant lui dans un mouvement de faucilles emballées. Elle boutonna son manteau, prit sa valise dans le filet et chercha à tâtons son sac à main sur le coin de son siège. Elle ne le rencontra pas tout de suite et l'angoisse dont elle s'était débarrassée revint soudain, faisant culbuter l'édifice de son confort. Son ticket d'autocar et tout son argent étaient dedans, bien que sa mère lui eût souvent recommandé de ne pas voyager sans quelques billets en réserve dans son soutien-gorge ou dans sa chaussure. Le sac avait dû glisser à terre dans le couloir central. Quelqu'un avait dû marcher dessus, car ses doigts vinrent en contact avec de la boue quand elle le ramassa. Elle l'avait ouvert et en vérifiait rapidement le contenu pour voir si rien n'était cassé lorsque l'autocar quitta la chaussée pour s'arrêter sur le bas-côté, tandis que le chauffeur criait de nouveau Marengo Jonction. Sale nuit, lui dit-il, comme elle mettait pied à terre. Oh, je la trouve agréable, répliqua-t-elle. Et ça sent le printemps. Le vieux conducteur sourit. Sûrement, dit-il. Plus que 8 ou 9 mois d'ici Noël. Non, c'est pas ce que j'appelle le printemps. La salle d'attente est là, devant vous, madame. Du bâtiment isolé qui était, entre autres choses, un poste d'essence, un homme sortit en se protégeant la tête et les épaules sous un imperméable. Il entama une conversation à tue-tête avec le conducteur, tandis que Marie courait se mettre à l'abri. La salle d'attente était une pièce peinte en vert foncé et à peine éclairée. D'un côté, une porte donnait dans un bar assez brillamment illuminé, auquel on accédait par quelques marches, tandis que de l'autre, des indications au néon, hommes et dames, jetaient une scintillante lueur rouge sur les bancs les plus proches. Des voyageurs, attendant leur
était encombré de bagages hétéroclites. Marie choisit une place près d'une femme qui tenait un enfant, promena un regard indifférent sur les gens assis là avec une sorte de résignation qui aurait pu laisser croire qu'ils se considéraient comme faisant partie du mobilier de cette pièce. Puis elle commença à donner des pichenettes sur son manteau pour en chasser les gouttes d'eau. Les gouttes étaient glacées au toucher, mais en quittant le bout de ses doigts, elle prenait une apparence rouge sombre. Sa bague aussi, lorsqu'elle la regardait bouger en même temps que sa main, jetait de surprenants reflets rouges. Quelqu'un entra dans le bar par une porte extérieure et elle entendit une conversation échangée à voix forte comme si les deux interlocuteurs eussent été des bonimenteurs de foire. Hello, Ace! Hello, Eugène! Une sale nuit! Ça neige sur l'ouest! Oh, ça neigera ici avant demain matin! À côté d'elle, l'enfant se tortilla dans les bras de sa mère et geignit sans sortir de son sommeil. Son pied glissa d'où il était enfoui au chaud à l'intérieur du manteau de sa mère, et Marie vit qu'il n'était recouvert que de son bas, et que le bas ressemblait à un petit sac bourré de noisettes. Elle eut envie d'avancer la main pour toucher le grotesque petit pied. C'était comme si elle se fût sentie obligée de lui témoigner son respect en passant. L'impulsion était si forte qu'elle dut faire appel à tout son tact pour ne pas y succomber. Néanmoins, un sentiment de compassion lui fit lever les yeux sur la mère, et elle vit alors que le visage de celle-ci était incomplet. Elle rencontra des yeux plantés dans un masque affable de peau qui n'avait en guise de nez qu'un vague renflement, avec 2 trous pour narines, et dont le front n'était délimité par aucune arcade sourcilière. Ce bon sang de quart n'en finit pas d'arriver, dit la femme d'une voix plaintive. L'enfant avait glissé sur ses genoux. Elle le remonta d'une secousse et lui rentra le pied sous son manteau. Il est presque l'heure maintenant, dit Marie. Elle consulta sa montre, la secoua et l'approcha de son oreille. Je n'ai pas l'heure exacte, malheureusement, mais je suis sûr que le car devrait être là dans 1 minute ou 2. Il aurait dû être là avant celui qui est parti pour Iowa City, dit la femme. Celui qui est parti, demanda Marie. Vous voulez dire celui qui va partir? Il n'est pas encore passé. Il devrait seulement arriver en ce moment. Il est parti, répéta la femme. Mais quand? Je ne sais pas, dit la femme. On n'a pas de montre. Avant que j'arrive? Oh, sûr que oui. Sentant que le trouble et la consternation devaient se lire sur son visage, Marie crut discerner de la malveillance dans le sourire de la femme. En tout cas, s'il n'y en avait pas, le sourire lui faisait horreur. La femme ouvrait une bouche
qui révélait une petite bordure de dents, chacune de largeur à peu près normale, mais émergeant à peine des gencives, comme les extrémités blanches d'une rangée d'ongles. Oh, fit Marie, j'avais pensé que vous alliez aussi à Iowa City, et je ne savais pas qu'il y avait un autre quart. Enfin, je savais bien qu'il en passait d'autres à cette bifurcation, mais pas... Bon, il vaudrait mieux que je me renseigne, n'est-ce pas? Elle fit un signe de tête d'une affabilité embarrassée pour prendre congé de la femme et gravit rapidement les quelques marches menant au bar. Pardon, dit-elle à l'homme debout derrière le comptoir. Le quart d'Iowa City est-il déjà passé? Il en est passé un, dit-il. Il essuyait des verres et ses manches retroussées laissaient voir des avant-bras couverts d'une toison de poils rouges. Pourquoi ça? Manquer la correspondance? Je ne sais pas. Quand passe le prochain? Dans 2 heures. S'il n'est pas bloqué par la neige. La remarque venait de l'homme assis à l'extrémité du comptoir. On ne sait jamais à cette époque de l'année. Sa voix était extrêmement forte, trop forte pour le peu de distance qui les séparait, mais immatérielle et comme visqueuse. Elle s'assit sur un des tabourets vers le centre du comptoir et dit « Je ne comprends pas. On m'a dit à Ottawa que je n'aurais que 10 minutes à attendre. » Dans la cascade de ses déceptions, il lui semblait que si elle pouvait seulement exprimer ses espoirs de façon cohérente, ceux-ci se réaliseraient malgré le temps et la distance de plus en plus grande entre l'endroit où elle était assise et l'autocar, maintenant à un nombre inconnu de kilomètres sur la route de l'Est. Elle s'attendait presque, avec superstition, à entendre l'avertisseur de l'autocar à destination de l'Est, tandis qu'elle se mettait à expliquer à l'homme du comptoir toutes ses opérations au guichet des billets et comment l'autocar qui l'avait amené là avait roulé à bonne allure et selon son horaire, à ce qu'elle supposait, malgré la pluie. Non, l'homme du comptoir avait cessé d'essuyer ses verres pour accorder toutes ses pensées à la conversation. Vous avez dû vous endormir ou rêver ou je ne sais quoi si vous vous êtes cru à l'heure. Le chauffeur nous a dit qu'il y avait une remorque de camion renversée sur la route près de North English et qu'il a dû attendre 40 minutes avant qu'on ait libéré le passage. Je n'ai rien pu faire de la sorte, dit-elle, d'un ton presque suppliant. Je me rappelle tous les détails du voyage. Je n'aurais pas pu dormir. Ma petite fille, aucun de nous n'est jamais fichu de dormir. Aucun de nous ne rêve, sûrement pas. Seulement, on dort et on rêve. Qu'est-ce que t'en dis, Eugène? T'as raison, Ace. Vous deviez dormir, ma petite, pour croire que ce quart-là était à l'heure. Mais elle se redressa sur sa chaise et leva le menton d'un air obstiné. C'est bon, dit-elle. Seulement, c'est l'attente ici qui me semble un mauvais rêve. Elle leur sourit amicalement, mais ni l'un ni l'autre
ne daigna lui rendre son sourire. « Cette maison n'est pas un rêve, dit Ace. Il prit un autre verre et le frotta avec le torchon. Elle essaya de s'expliquer, pensant que peut-être les deux hommes n'avaient pas l'esprit assez vif pour saisir l'à-propos de sa remarque, mais ils se contentèrent de l'observer et de l'écouter avec une prudente réserve. Bientôt, elle s'aperçut qu'Ace regardait ses mains avec attention, et elle regretta de ne pas avoir mis ses gants. « S'il faut que j'attende, dit-elle, peut-être avez-vous quelques magazines ou livres de poche que je pourrais lire. 2 heures, cela fait longtemps à attendre. » « Votre vie durera longtemps aussi, dit l'homme qui s'appelait Eugène. Il faut vous y habituer. Et il se mit à rire bruyamment. Ace secoua la tête. « Nous n'avons rien d'autre ici que des choses à manger et une salle de repos, dit-il. C'est tout ce que nous avons. Peut-être que vous pourriez dormir encore un peu, comme vous avez fait dans le car. »« Oh, et puis zut, dit-elle avec énervement. Elle quitta son tabouret et alla regarder un moment à la porte la pluie et l'obscurité environnante. La circulation était encore dense à cette heure sur les grandes routes qui convergeaient là. Les faisceaux de lumière des phares, semblables à de capricieuses nébuleuses, surgissaient dans le lointain brouillé de pluie, apparemment immobiles pour commencer, puis gagnant de la vitesse et passant enfin en trombe, comme des comètes traversant la nuit d'un bout à l'autre, face au minuscule hémisphère illuminé de la Terre. En les regardant, elle s'imagina que ce n'était qu'une lumière semblable, croissante et décroissante, n'ayant même pas besoin du support de l'autocar pour se déplacer ou se maintenir sur son trajet qui l'avait amenée là, et qu'aucune lumière ne pourrait plus jamais l'emporter plus loin maintenant. Mais elle se rendit bientôt compte que c'était une idée absurde. Elle se dit que le simple bon sens lui commandait de s'installer confortablement pendant un moment, 2 heures, et c'était tout. Elle se retourna vers les deux hommes et commanda un sandwich. « Vous le laissez brûler, dit-elle avec impatience. Ace était allé au bout du comptoir pour engager une conversation chuchotée avec Eugène, tandis que le jambon pour le sandwich était en train de frire. Elle n'avait pas entendu de quel sujet ils s'entretenaient en secret, et elle s'était efforcée de ne pas écouter. Mais certains mots prononcés d'une voix plus forte étaient venus jusqu'à elle, surtout lorsque Eugène haussait le ton pour dire « Je ne peux pas », puis de nouveau, avec un rire sifflant, « Je ne peux pas ». Tandis qu'ils étaient ainsi absorbés, la viande que Ace avait jetée sur le grill grésillait fortement et commençait à fumer. Les bords blancs et rosés se roulèrent sous l'action de la chaleur et se calcinèrent. L'arôme agréable qu'elle avait dégagé au début s'était changé en une âcre odeur de brûlé, avant que Marie eût protesté. Ace regarda la jeune fille d'un air dédaigneux. « Faut bien la laisser cuire, dit-il. Il ne bougea pas de l'endroit où il se tenait, à moitié couché sur le comptoir, sa tête près de celle d'Eugène. « Est-ce que vous la faites brûler exprès ?
demanda-t-elle. Le ton élevé de sa propre voix la fit sursauter. Il s'approcha du gril d'un pas nonchalant, ses bras rougeâtres oscillant mollement le long de son corps protégé par un tablier. L'expression de sa physionomie était un mélange déconcertant d'humilité et de mépris, et elle ne comprenait pas ce qu'il pouvait voir en elle pour entretenir de tels sentiments. En même temps, elle était certaine qu'il y avait en elle quelque chose aussi net que le motif bleu et blanc de son costume qu'il avait remarqué et qui le faisait se conduire de cette façon. Il souleva la viande, la déposa sur une tranche de pain, puis la couvrit d'une autre tranche qu'il prit sur le tas à côté du poêle, comme il eût tiré une carte d'un jeu, et posa le sandwich devant elle. Elle se pencha en avant, la mine courroucée. « Que voulez-vous que je fasse de cela ?» Elle ébaucha un mouvement du menton pour désigner le gâchis posé dans son assiette. « Comment ça ?» demanda-t-il avec le même mélange de soumission et d'arrogance qu'elle avait noté dans sa démarche. « Le manger, parbleu !»« Non, dit-elle. Elle sentait ses mains qui commençaient à trembler et comprenait qu'elle ne pourrait pas supporter beaucoup plus longtemps l'assaut de son hostilité sans se mettre à pleurer. Elle se recula légèrement et ouvrit son sac à main pour y chercher de l'argent. La vue du ticket d'autocar, qui y était encore, le fait qu'il n'était non pas perdu, mais bien en sûreté, fut pour elle presque une surprise, et, dans son état d'esprit, un puissant réconfort. Elle mit 30 cents sur le comptoir et fit demi-tour pour gagner les marches descendant à la salle d'attente. Derrière elle, elle entendit Ace dire « Il me manque 5 cents. On paye des taxes dans l'Iowa. » Et elle entendit Eugène éclater d'un rire gras dans son coin. Elle reprit sa place à côté de la femme à l'enfant estropié. La femme semblait maintenant plongée dans le sommeil, courbée sur l'enfant tenu sur ses genoux, comme une représentation grossière de la désolation. Dès que Marie se fut assise, la femme lui adressa la parole. « Qu'est-ce qui vous a fait demander si on allait à Iowa City, comme vous ?»« Je n'avais pas réfléchi, » dit Marie. « Je pensais sans doute au car que je voulais prendre, c'est tout. » Oh, la femme hocha la tête, mais après un instant de silence, elle reprit avec insistance. « C'est plutôt drôle que vous ayez dit ça, parce qu'une fois, on a été à l'hôpital de l'État. C'était pour le pied du petit. C'est le vieux docteur du comté qui nous y avait envoyés. Mais ils ne sont pas capables de faire quelque chose pour lui. Les hôpitaux, faut pas compter dessus. Ils sont bien utiles quelquefois, dit Marie. Elle tourna la tête, appuyant sa joue sur le col de son manteau relevé, souhaitant que la femme cesse de lui parler. La femme murmura des paroles incohérentes dont le son reflétait quelque colère ou quelque déception. « Je ne les trouve pas utiles du tout, dit-elle, pas plus que ces vieux docteurs qui ne vous fichent pas la paix et qui ne font rien pour vous. Il n'y a que Dieu et son Fils crucifié pour vous venir en aide. »
Mon fils aîné a perdu un bras un hiver et on l'a emmené à l'hôpital du comté où ils lui ont mis une espèce de mécanique qu'ils appellent un bras. Mais il n'a jamais pu s'en servir, pas plus que moi je peux voler. Et les filles, elles n'arrêtent pas de tousser et elles ont de ces bobos dont elles ne peuvent pas se débarrasser et qui leur font manquer l'école presque tout le temps. Et puis il y a eu maman qui avait une tumeur dans le côté de la grosseur d'une citrouille. Je me rappelle qu'elle ne pouvait même plus enfiler une robe. Elle restait assise toute la journée à la maison, enveloppée dans une couverture, et les docteurs ne savaient pas comment la soigner. Ils ne savaient que la tapoter et la palper de partout et la faire crier. Je vous en prie, dit Marie. Et avec toute cette souffrance, il n'y avait que Dieu et son Fils crucifié pour la soulager. Je vous en prie, dit Marie. Oh, dit la femme, peut-être que vous voulez dormir. Je ne vous parlerai pas si vous voulez dormir. Vous voulez que je me taise? Je voudrais bien dormir, dit Marie. Elle parvint finalement à dormir, après être passée par des degrés d'assouplissement, au cours desquels elle avait tout d'abord gardé conscience de la lueur des mots au néon, de la salle de repos, du murmure des voix dans le bar et du bruit de la respiration des voyageurs qui attendaient là. Et lorsqu'elle s'éveilla, elle se trouva encerclée par tous ces gens. La femme à l'enfant était toujours assise à sa gauche, mais les autres faisaient cercle autour d'elle, comme s'ils guettaient son réveil. Ace était juste devant elle, avec Eugène à côté de lui. Eugène, dont le corps s'inclinait massivement vers elle et dont les épaules étaient déformées par les béquilles sur lesquelles il se soutenait. Ace regardait fixement les mains de la jeune fille posées sur ses genoux, et elle se sentit de nouveau étrangement gênée de ne pas avoir de gants. L'autocar est-il là? Demanda-t-elle, comme si cette question des plus simples avait dû les éloigner par un effet magique. Une sorte de murmure bourdonnant courut autour d'elle, mais elle entendit une voix répondre clairement « Pas encore !» « Qu'est-ce que c'est alors? Qu'y a-t-il » demanda-t-elle. Dans sa peur, il lui semblait que le cercle humain se rapprochait d'elle. Elle vit à sa gauche un jeune homme avec le bras en écharpe. Une mèche de cheveux lui tombait, disgracieuse, sur le front, et sa bouche restait entr'ouverte, tandis qu'il la regardait. Derrière Ace se tenaient un homme et une femme dont elle ne pouvait voir le torse. Mais quand elle s'aperçut que deux autres, à gauche d'Ace, avaient des crochets qui brillaient sous leurs manches, elle eut une pensée extravagante. Je n'ose pas regarder par terre parce qu'il n'y aura pas assez de pieds pour eux tous. Pourquoi me regardez-vous? Demanda-t-elle. Le cercle humain bourdonna de nouveau, puis se recula légèrement comme elle se levait. Elle vit l'inscription au néon « Femme » et mit ses mains en avant pour se frayer un chemin jusqu'à cette porte. Mais le cercle s'ouvrit pour la laisser passer. À l'intérieur, elle poussa le loquet et s'adossa à la porte, haletante. Elle voulait ne pas croire ce qui venait de se passer, mais elle se rendit compte alors qu'elle ne pouvait ni croire, ni refuser de croire,
parce qu'elle ne savait pas quelle chose venait de se passer. Je peux attendre ici, pensa-t-elle, jusqu'à ce que j'entende klaxonner l'autocar d'Iowa City, et alors je courrai le prendre. Avec tous les gens dans l'autocar, il n'oserait pas. Oser quoi, pensa-t-elle. Elle l'ignorait. Peut-être neigeait-il maintenant, et l'autocar était-il retardé. Il y avait une fenêtre minuscule dans les lavabos, mais elle ne pouvait se décider à l'ouvrir pour voir quel temps il faisait. Elle écouta, approchant l'oreille du verre givré. Elle entendit le bruit de la pluie. Naturellement, tandis qu'elle attendait, enfermée là, tremblante et respirant avec peine, elle pensait à Joe Perry. Quel rêve merveilleux c'eût été de le voir arriver à son secours. Mais aussitôt elle se sentit heureuse à l'idée qu'il ignorait tout de la situation terrible et stupide dans laquelle elle se trouvait. Elle fit couler de l'eau chaude dans le lavabo et y plongea ses mains. C'était un remède qu'elle avait appris à utiliser quand elle se sentait prise de faiblesse. Tandis qu'elle restait là, les mains dans l'eau, elle jeta un regard circulaire sur les murs de la pièce, comme si elle eût cherché une échelle pour s'évader. Une inscription au crayon capta son attention. Elle se pencha pour la lire. Il semblait qu'elle eût été là exprès pour lui transmettre un message. L'inscription, bien nette, proclamait « Ace Power n'est pas un homme complet ». Juste au-dessous, des lèvres avaient déposé leur empreinte écarlate. Marie replongea ses mains dans l'eau. « Je ne peux pas me permettre de m'évanouir, pensa-t-elle. L'autocar aurait pu partir pendant ce temps, et elle aurait dû rester là pour toujours. Par réfraction, l'eau déformait l'image de ses mains, qui semblaient des choses non plus gracieuses et utiles, mais brisées et inégales. Elle s'aperçut qu'elle n'entendait plus la pluie tombant au dehors. Une ruse dont elle se serait crue incapable lui vint à l'esprit. Elle enleva ses mains de l'eau, les regarda et les y remit sans les quitter des yeux. Son regard parcourut tout l'intérieur de la pièce jusqu'à ce qu'elle eût aperçu ce qu'elle voulait. C'était un clou dont la pointe dépassait du rebord de la fenêtre. Ils m'accepteront parmi eux maintenant, se dit-elle, et sans hésiter, elle passa vigoureusement la paume de sa main sur la pointe du clou. Aïe! Gémit-elle, assez fort pour qu'ils eussent pu l'entendre de la salle d'attente s'ils écoutaient. Elle mit sa main déchirée dans la cuvette d'eau et le sang monta en spirale le long de ses doigts. Comme l'encre d'une seiche lance pour se cacher, pensa-t-elle, se souvenant d'une leçon d'histoire naturelle apprise en classe. Elle s'enveloppa la main avec un mouchoir et sortit. Ils étaient tous assis où elle les avait trouvés lorsqu'elle avait pénétré pour la première fois dans la salle. Ace Power était derrière son comptoir et personne ne faisait le moins du monde attention à elle. Elle s'assit pour la troisième fois ce soir à côté de la femme à l'enfant estropié. Elle laissa sa main emmaillotée sur ses genoux comme une sorte de symbole qu'il pouvait voir
s'il le désirait. Et bientôt, quand son autocar fut arrivé, dans un joyeux coup d'avertisseur, elle prit son ticket dans son sac et le tint dans sa main blessée jusqu'à ce que le chauffeur l'eût accepté. Maintenant, quand elle arriverait au foyer, ses camarades ne l'interrogeraient pas tout de suite sur ses fiançailles, mais elle s'écrierait: Que t'est-il arrivé? Il n'y aurait pas au monde de moyen de le leur expliquer, mais cela ne faisait rien. Il lui semblait que loin de là, dans le secret de leur vie future, elle comprendrait et se souviendrait.